Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'épidémie d'Ebola qui a été déclarée depuis une semaine se propage rapidement en RDC. L'OMS lance une alerte maximale. Déjà 160 morts selon les autorités congolaises. Nous irons sur place dans cette édition. C'est officiel, Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme. La Cour suprême de N'Djamena a rejeté son pourvoi en cassation. C'était le dernier recours pour l'ancien Premier ministre tchadien. Explication à suivre. Et puis, elle fait partie des très rares artistes africains devenus des légendes mondiales. Une voix, une énergie, un engagement. Après Modern Nature, un album hommage à sa mère et aux racines, Angélique Kidjo revient aujourd'hui avec Hope, un projet tourné vers la transmission. Ce soir, elle nous fait l'honneur de revenir au Journal de l'Afrique. Et on ouvre ce journal en allant à RDC où l'épidémie d'Ebola fait rage. L'OMS lance une alerte maximale et qui déclare que l'épidémie se propage rapidement. Déjà 60 morts, 160 personnes seraient déclarées décédées selon les autorités congolaises. Sur place, la riposte tente de s'organiser. Les ONG multiplient les envois de matériel d'urgence médicale. Les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula. Les humanitaires le disent, ils sont lancés dans une course contre la montre. Le virus Ebola se propage dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie, mais il a été détecté dans les provinces voisines du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'objectif est donc de stopper le plus rapidement possible sa progression et cela passe par l'envoi de matériel médical pour pouvoir isoler les malades et détecter rapidement les nouveaux cas. Alors nous avons pu nous rendre dans l'entrepôt de Médecins sans frontières à Kinshasa où 16 tonnes de matériel médical comme des masques, des combinaisons, des tentes et des médicaments étaient en préparation pour être acheminés dans l'est du pays. C'est dans les jours qui viennent l'enjeu principal qui va être de définir les emplacements des centres de traitement Ebola, mais également des déplacements dans les zones où les populations sont affectées pour faire de l'éducation à la santé vis-à-vis de ce virus. On a toujours des urgences en RDC, on a des poules d'urgence, on en a plusieurs pour Médecins sans frontières, on en a 3 dans le pays, qui sont habitués à répondre aux urgences. Là, on est quand même dans une réponse de plus grande envergure qui mobilise en même temps la plupart de nos sections. Donc on est quand même dans un volume opérationnel assez important. D'autres organisations ont déjà acheminé des équipements d'urgence, plus de 100 tonnes au total. Un soulagement pour les structures médicales en Ituri qui manquent de tout. Reste un défi, celui de la sécurité dans une zone où des groupes armés sont actifs. Le gouvernement a annoncé y avoir renforcé la sécurité après l'incendie de plusieurs tentes dans l'hôpital de Rwampara. Des jeunes ont voulu récupérer de force le corps de leurs proches qui seraient décédés d'Ebola. L'actualité, c'est aussi la mort d'Yves Sakila, un Congolais interpellé par des agents de sécurité après un présumé vol à l'étalage à Dublin et qui provoque une vive émotion. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre l'homme maintenu au sol pendant plusieurs minutes dans des circonstances rappelant l'affaire George Floyd aux États-Unis. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement irlandais pour dénoncer les violences raciales et brutalités, tandis que le Premier ministre a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie. À la une de l'actualité africaine, c'est aussi le Tchad où la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation d'un collectif d'avocats qui défend Succès Masra, ancien Premier ministre condamné à 20 ans de prison ferme. C'était le dernier recours que l'équipe de la défense pouvait soumettre dans le pays. La correspondante Darol Girard à N'Djamena. Ce jeudi, en fin d'après-midi, la Cour suprême de N'Djamena a définitivement condamné Succès Masra à 20 ans de prison ferme pour diffusion de messages à caractère raciste et xénophobe, pour complicité de meurtre, mais également pour association de malfaiteurs. Une condamnation qui était initialement intervenue lors de son procès en août 2025. Après ce nouveau revers pour le camp Masra, ses avocats pourraient se tourner vers la Commission africaine des droits de l'homme ou encore vers le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou encore tenter de saisir la Cour pénale internationale de justice. Une partie des
soutien de Succès Masra, cet ancien Premier ministre, mais également leader du parti d'opposition Les Transformateurs, espère une grâce présidentielle dans un procès qu'il qualifie de procès politique, malgré que le gouvernement tchadien ait toujours nié toute implication dans ce dossier judiciaire individuel. La justice avait estimé l'année dernière qu'un audio enregistré puis diffusé par Succès Masra en 2023 avait provoqué le massacre de Mandakao en 2025. Une véritable tragédie qui s'est passée dans le sud du pays, un conflit interethnique où au moins 40 civils ont été tués. On passe au Mali où les mercenaires russes et l'armée malienne ont, via des opérations aériennes, bombardé le gouvernorat de Kidal ainsi que d'autres bâtiments officiels. Et vous le savez, le nord du Mali a connu ces dernières semaines des reprises de villes par le FLA et le JNIM, avancées sans précédent depuis 2012. Et de ce fait, nombre de réfugiés de la région tentent de survivre en Mauritanie voisine. Mais face à la baisse des aides internationales, les camps de réfugiés sont aujourd'hui incapables d'absorber le flux d'arrivants. Face aux pénuries et au manque d'aide, l'exode continue directement vers Nouakchott, la capitale, où la solidarité s'organise. Reportage de Sarah Sako et Simon Martin. Quelques tasses de thé pour oublier un instant l'exil. Sous cette tente de fortune, en banlieue de Nouakchott, ces familles arrivent du camp de réfugiés de Mbera, 1000 km plus à l'est. Originaires du Nord Mali, elles y ont d'abord trouvé refuge après avoir fui les massacres du groupe russe Afrika Korps. Mais les conditions au camp sont vite devenues intenables. L'assistance est vraiment insuffisante là-bas, alors qu'il n'y a rien d'autre pour vivre. Ils nous donnaient 5 kilos de riz par mois, alors que pour des familles nombreuses, certaines mangent ça en seulement une journée. Un exode devenu massif depuis la suspension des aides américaines qui tenaient le camp à bout de bras. Abdourahmane est un doyen de la communauté, installé depuis plus de 10 ans à Nouakchott. Rien que chez lui, il a vu arriver plus de 200 personnes ces derniers jours. Le seul travail qu'ils peuvent trouver ici, c'est le gardiennage. Mais parfois, les gens cherchent des mois sans trouver. Ils sont vraiment désespérés. Face au manque de ressources, la solidarité s'organise, comme dans cette boutique du centre-ville. Chaque fois qu'on voit quelque chose, on les envoie pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles qui sont dans de grandes difficultés au camp des réfugiés. On en a vraiment assez vu aujourd'hui, les difficultés, et on aimerait vraiment retourner chez nous pour pouvoir vivre là-bas, travailler. Les perspectives d'amélioration sont toutefois bien minces. Selon le gouvernement mauritanien, plus de 400 000 réfugiés maliens vivent aujourd'hui dans le pays. Direction la Tanzanie où la tentative de kidnapping de David Jumbe, assistant personnel du chef de parti de l'opposition Chadema, a fait le tour des réseaux sociaux. L'homme a expliqué avoir été forcé de monter dans une voiture par des hommes armés affirmant être des policiers. Il aurait profité d'un moment d'inattention de ses ravisseurs pour s'échapper. Clémence Valère. Un homme en état de choc, ensanglanté. David Jumbe, assistant personnel du chef de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu. Dans la nuit du 20 au 21 mai, il a été forcé de monter dans un véhicule par des hommes armés, affirmant être des policiers. Nous avons remarqué qu'une voiture nous suivait à grande vitesse accompagnée de 2 motos. 6 personnes ou plus en sont sorties. Comme nous n'avions pas verrouillé les portières de notre voiture, ils les ont rapidement ouvertes et se sont présentés comme des agents de police, en nous informant que nous étions en état d'arrestation. Selon David Jumbe, les hommes armés l'ont menotté, battu et menacé de mort à plusieurs reprises. C'est pendant son transfert vers un lieu inconnu qu'il est parvenu à fausser compagnie à ses ravisseurs. Des motards qui ont assisté à la scène les ont suivis, engageant une course-poursuite à grande vitesse. Lorsque les kidnappeurs se sont arrêtés pour tirer sur les motards, David Jumbe en a profité pour s'échapper du véhicule et se mettre en lieu sûr. Quand ils sont sortis et ont commencé à tirer, j'étais dans le coffre de la Probox. Je me disais que j'étais coincé et que je ne pouvais pas sauter dehors parce que j'étais menotté. Quand je les ai vus sortir et se placer d'un côté du véhicule, je me suis rapidement précipité vers le siège du milieu. J'ai vite mis la main sur la serrure, je l'ai ouverte et j'ai sauté de l'autre côté. La police a annoncé enquêter sur les circonstances de l'enlèvement.
Et on passe à notre invité culture de ce vendredi soir. Et c'est un immense plaisir, une joie de recevoir une artiste que vous connaissez tous, Angélique Kidjo. Depuis plus de 30 ans, elle traverse les générations, les continents, les styles musicaux avec une liberté absolument unique. Plusieurs Grammy Awards, des collaborations avec les plus grands artistes de la planète. C'est simple, tout le monde veut travailler avec elle. Mais surtout, avec cette capacité rare d'embarquer toutes les générations. 5 ans après son dernier album, Angélique Kidjo est de retour. Et c'est un plaisir de la recevoir. Bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Fatih. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Alors, après Mother Nature, qui était un album tourné Votre mère, les racines et la terre, parce que tout globalement, là, c'est un nouvel album qui s'appelle Hope, Espoir en français, est plutôt tourné vers la transmission. Et même votre fille, Naïma, racontez-nous comment est né cet album. Cet album est né vraiment quand maman est partie il y a 5 ans. Et une chose qu'elle me répétait tout le temps, c'est que quoi qu'il arrive, que je continue à chanter, que je suis née pour ça. Donc, ça fait partie de mon deuil, en fait. Et je me suis dit, je vais prendre mon temps pour faire cet album. Et durant tout cet album, elle a été là. Et les chansons se sont faites le plus organiquement, le plus simple, le plus normal possible. Et bien sûr, pour ma fille, j'ai écrit une chanson qui s'intitule You Can. Ouais. Parce que, bon, ben, elle, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, elle se demande de quoi demain sera fait. Et qu'elle réalise qu'elle doit faire le deuil d'un monde qui leur a été promis. Et quand on est mère, c'est difficile à entendre. On n'a pas de solution, on n'a pas de réponse qui peut vraiment répondre à cette demande de réponse. Et donc, j'ai dit, bon, je vais écrire une chanson. C'est la seule chose, la meilleure chose que je peux faire, c'est lui répondre par une chanson. Répondre par une chanson magnifique que je propose qu'on écoute à présent, You Can, et on en parle juste après. I believe you can. Cette chanson, Angélique Kidjo, magnifique, d'espoir et aussi pour galvaniser la jeunesse, pour lui dire de ne pas abandonner finalement, même si la situation est difficile comme elle l'est actuellement. Mais si la jeunesse baisse les bras, nous sommes foutus, tous autant que nous sommes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui doit leur servir de leçon et que si jamais eux arrivaient au même âge, de ne pas faire les mêmes erreurs. Et je crois qu'on sous-estime la capacité de rebond de nos enfants. Et devant des défis incroyables, ils sont capables de nous étonner. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que je crois profondément au futur et ce qu'ils sont capables de faire. Et surtout avec les nouvelles technologies, leurs réponses seront plus rapides, plus ciblées et plus durables dans le temps. On voit évidemment cet album, il est plein de joie, et de collaboration. On se demande d'ailleurs, en écoutant, moi je me suis fait la réflexion, jusqu'où est-ce qu'elle va aller, Angélique Kidjo? Parce que finalement, elle n'a aucune limite, elle ne s'interdit rien, aucune collaboration, aucun style, le jazz, tout ça, vous avez déjà fait et vous continuez. Qu'est-ce qui vous motive toujours autant? Mais ce qui me motive le plus, c'est notre humanité. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On se concentre en ce moment sur les mauvais côtés de notre humanité, sur la laideur de l'être humain. Parce qu'il y a de la laideur chez l'être humain, mais il y a aussi énormément de beauté, énormément d'espoir et énormément de gens fantastiques dans le monde. Il ne faut pas se laisser distraire par ceux qui veulent la rupture et ceux qui n'ont aucune raison de tuer mais qui tuent, et de leur répondre par une réponse. Nous, on est là pour vivre avec tout le monde, pour vivre les uns avec les autres. Et c'est ça qui est important pour moi. Je l'ai vu en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, dans des conditions les plus difficiles, dans un camp de femmes de réfugiés du Soudan au Tchad, des femmes qui ont passé des choses, on ne peut même pas les raconter, qui nous disent en partant, s'il vous plaît, quand vous partez d'ici, faites de telle sorte qu'on revienne chez nous en sécurité, on ne veut pas être des victimes. Elles ont connu le pire. Pour moi, personne ne peut se plaindre.
Ouais, oui, forcément. Cet album, c'est aussi une tournée incroyable qui vous attend dans le monde entier. On a vu les images, alors certains n'étaient pas... Voilà, on n'a pas tous eu la chance d'aller vous voir à l'Olympia. Il paraît que c'était incroyable. Comment vous abordez cette tournée? Mais je l'aborde avec beaucoup d'espoir. Non, mais c'est quoi votre secret Non, mais moi, j'adore... Pour ne jamais être fatigué. Non, mais j'adore être sur scène. Ouais. Je me dis toujours, si le paradis après la mort ressemble à la scène, mais dis donc, le jour où je vais partir là-bas, le bon Dieu va m'avoir mal à la tête. Hein. Parce que je vais rameuter tous les musiciens qui sont, on va lui faire une jam. Il va dire, mais c'est quoi cette nana-là? Je crois qu'il est déjà au courant, là. Ah, mais il est au courant, il m'attend. Il sait que quand je vais arriver, je vais lui mettre le bazar. Ça va déménager, là. Ah, ça va déménager. Ouais. Sur scène, moi, j'aime beaucoup être sur scène parce que j'ai commencé ma carrière à 6 ans sur scène. Ouais. C'est-à-dire, il y a une communion qui se fait. On est à nu complètement. Cette vulnérabilité vous rend plus fort et plus humble en même temps. C'est difficile à mettre des mots dessus. Et quand le public s'embarque avec vous, vous n'avez plus les pieds par terre. Ah oui. Vous êtes dessus un nuage et vous sautez partout. Et même si vous avez mal après aux jambes ou à la hanche, ce n'est pas le problème. Ça guérit. Et quand vous êtes instantanément. C'est je fais Usain Bolt. Eh ben, justement, votre carrière, vous avec tout ce que vous avez vécu, là on l'a appris il y a plusieurs mois déjà, mais vous allez avoir votre étoile sur le Hollywood Boulevard, justement Walk of Fame. C'est assez incroyable. Vous allez être la première chanteuse africaine. Et une des rares africaines tout court, d'ailleurs, Lupita Nyong'o a eu la sienne aussi, à avoir cette distinction aux États-Unis. Comment vous expliquez justement que les États-Unis ont réussi, j'allais dire, à si bien vous comprendre, enfin c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas à vous rendre ces honneurs-là? Mais c'est un grand pays de musique, c'est-à-dire que ce public-là, il est un public de connaisseurs de musique. Et moi, mon travail n'a pas changé depuis les années 90, fin des années 90 que je suis arrivée. J'ai toujours voulu travailler avec des gens, aller vers les autres, voir ce qu'on a ensemble. Et les discussions qu'on a souvent, c'est qu'on se retrouve et dit, mais ce rythme-là, mais ça vient de chez toi, là. Je dis, ben oui, ça vient de chez moi. Ah, mais non, mais nous, on ne le joue pas comme ça, on le joue... C'est-à-dire que la musique nous permet d'avoir un langage qui n'est ni politique, qui n'a aucun agenda que de nous amuser et d'être ensemble et de faire quelque chose de fantastique à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire, quand tu parles de transmission, c'est ça, justement. Cette transmission est partie dans les bagages des esclaves. Cette transmission, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Il faut que nous continuions à raconter nos histoires ensemble. Et donc, le 18 août, vous serez là-bas à Los Angeles. Mais j'espère que tu seras là. Évidemment. Ouais, on va en parler. On en parlera à la direction de France 24. Mais avec grand plaisir. Moi, je viendrai à Los Angeles, évidemment, pour vous témoigner aussi tout ce que vous avez fait bien au-delà de la musique pour le continent africain. Mama Africa ce soir. On vous remercie, on vous adore. Angélique, vous le savez. Merci beaucoup d'être venue parler au public du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. On va se quitter évidemment en musique. Mais ce soir, tout particulièrement, on aimerait embrasser tous ceux qui nous regardent. Et en particulier depuis Ouidah, évidemment, jusqu'à Los Angeles en passant par Paris, en n'oubliant personne. On se quitte avec un morceau. Merci. I believe you can.